Euh, on va donc démarrer la présentation. Aujourd'hui, le sujet de la présentation, j'avais marqué Wi-Fi 6E, mais en fait, plus spécifiquement, c'est le 6 GHz avec le Automatic Frequency Coordination, le AFC. Donc, on va démarrer la présentation avec un petit résumé, hein, donc un petit résumé technique qui justifie l'élaboration d'une solution sans fil plus bonifiée ou gonflée, hein. Donc, juste pour résumer, hein, les réseaux sans fil d'aujourd'hui, hein, sont limités par le spectre et la quantité d'espace RF qui est disponible. On se retrouve avec un engorgement des canaux qui sont disponibles à la fois dans le 2.4 et le 5 GHz. Et de ce qui est observé, hein, on voit que dans la majorité des réseaux sans fil, 91% vont utiliser des canaux de largeur de bande de 20 ou de 40 MHz, donc avec moindre performance. Parfois, ben, les raisons, c'est entre autres, c'est lié à l'interopérabilité des dispositifs. Parfois, justement, c'est des défis au niveau de l'intégration avec la voix sur IP over Wi-Fi. Généralement, dans ces types de déploiements-là, on va privilégier sur le 5 GHz l'usage de canaux de 20 MHz. On va avoir aussi, parfois, dans certaines occasions, des défis au niveau de l'intégration avec les canaux DFS au niveau du 5 GHz. Donc, ça limite le nombre de canaux qui sont utilisables et parfois aussi, c'est les défis au niveau de la réglementation qui impliquent une réduction de la puissance effective de transmission lorsqu'on utilise des canaux de 80 MHz et plus. Et par conséquent, on se retrouve dans certains contextes, ben, on n'a pas assez de spectre disponible pour utiliser soit des canaux de 80 ou encore des canaux de 160 MHz. À l'heure actuelle, hein, il y a plus de dispositifs Wi-Fi qu'il y a d'êtres humains sur Terre. On se retrouve avec un inventaire hein, d'environ 19,5 milliards de dispositifs en utilisation cette année. Ça fait énormément de monde hein, qui sont connectés, énormément de dispositifs et la congestion, on le sait, diminue l'efficacité des réseaux sans fil. Alors, c'est l'idée ici derrière le fait d'attribuer une nouvelle bande de fréquence, la bande de fréquence du 6 GHz, qui sera largement et qui est présentement non congestionnée et qui permet d'être disponible pour connecter de nouveaux dispositifs qui vont supporter, entre autres, la norme Wi-Fi 6E ainsi que la norme Wi-Fi 7. Et ça permet de faire une migration des dispositifs qui utilisent justement des applications qui sont plus exigeantes de manière à réduire la congestion sur les bandes 2.4 et 5 GHz, qui va résulter en une amélioration globale de la capacité et de la performance pour l'ensemble du système dans les trois bandes de fréquence. On voit aussi hein, avec bon, les réseaux cellulaires que ben, le Wi-Fi est utilisé pour délester le 2.4 et le 5 GHz de manière à maintenir une expérience usagée relativement optimale et qu'il y a une espèce de convergence entre le 5 GHz et en fait le 5G et le Wi-Fi. Non seulement avec des services de Wi-Fi calling, mais avec des services tels que Passpoint qui vont automatiser le basculement automatique des dispositifs vers le Wi-Fi. Euh, donc, grosso modo, hein, ce qu'on voit, c'est une évolution des solutions sans fil. On est passé justement d'une série qu'on appelle le Wi-Fi 5, donc ça c'était la série des AP300, à des points d'accès Wi-Fi 6, donc ça c'est la série 500 avec des canaux de 80 MHz qui supportent les bandes de fréquence 2.4 et 5 GHz. On parle justement de réseau avec plus grande efficacité, c'est là où on a introduit le High Efficiency, donc la norme HE du côté du Wi-Fi Alliance. Par la suite, on a fait comme un saut en introduisant justement les bandes de fréquence du 6 GHz avec les points d'accès de la série 600, permettant des canaux de largeur de bande de 160 MHz et qui supportent les trois bandes de fréquence 2.4, 5 et 6 GHz. Donc, on arrive avec une plus grande capacité. Et maintenant, tout récemment, hein, on voit le Wi-Fi 7 avec les points d'accès de la série 700, des canaux pouvant opérer jusqu'à du 320 MHz
toujours en supportant 2.4, 5 et 6 GHz au niveau des bandes de fréquence, avec justement une stratégie qu'on va appeler de perforation, ou en tout cas, ils appellent ça du channel puncturing, pour permettre justement l'opération sur des plus grandes largeurs de bande et en mitigeant justement les sources d'interférence qui peuvent être ponctuelles à certains, sur l'étalement du spectre qu'on va utiliser. Donc, lorsqu'on regarde maintenant au niveau de l'usage et des autorisations là, pour le 6 GHz, on voit que bon, hein, la carte s'est beaucoup remplie depuis la dernière fois. On voit que justement toute la norme Low Power Indoor pour le 6 GHz est largement adoptée partout à travers le monde. Et maintenant, ce que l'on voit, c'est ce qui est émergent, c'est ce qu'on appelle le Standard Power, donc l'utilisation avec la puissance de manière standard qui est non restreinte au niveau des puissances de transmission. Et on voit que, bon, le Canada, les États-Unis et même le Canada, hein, d'une manière un peu plus précurseur, Canada pour lequel on devrait avoir les autorisations d'Industrie Canada dès le début 2025. Donc, on va être vraiment un chef de file au niveau mondial sur cet aspect-là. Hein, pour une fois, hein, on est en avance, si on peut dire. On mène la parade. Donc, hein, juste à titre de rappel, ce qui est intéressant avec justement la solution du Wi-Fi 6E et le 6 GHz, c'est qu'on se retrouve avec un aspect où le Wi-Fi 6E avec le 6 GHz, où il n'y a que des dispositifs qui supportent le Wi-Fi 6E dans cette bande de fréquence-là. Antérieurement, sur le 2.4 et 5 GHz, on se retrouvait avec justement des dispositifs de différentes générations avec lesquels, pour des fins de rétrocompatibilité, on devait coexister. Et par conséquent, ça avait une influence non négligeable sur la performance qu'on pouvait atteindre au niveau de l'usage dans ces bandes de fréquences-là. Et maintenant, avec justement le Wi-Fi 6E, ben, on est en mesure d'utiliser plus de spectre continu, des canaux vraiment à très large bande, utiliser un spectre qui est continu, mais avec beaucoup moins d'interférences, et permettre justement l'atteinte de vitesse de l'ordre du gigabit avec des latences très faibles, puis vraiment une capacité d'agréger l'information de manière beaucoup plus accrue en utilisant les techniques là, qui sont élaborées avec le 802.11ax. Donc, quelque chose de vraiment performant. Donc, on a fait table rase sur la rétrocompatibilité sur cette bande de fréquence-là, qui nous permet d'aller de l'avant de manière beaucoup plus efficace et performante. Et c'est là où on retrouve, puis nous, ce qui nous intéresse, c'est le modèle américain ici. Donc, on se retrouve avec un très grand spectre disponible parce que ici au Canada, on a l'ensemble de la bande du 6 GHz qui est disponible et ça nous permet d'avoir jusqu'à 7 canaux de 160 MHz, donc à très large bande pour usage à l'interne de nos entreprises. Alors, on se retrouve avec quelque chose de très, très bénéfique de ce côté-ci. Donc, les types de dispositifs hein, et les classes de dispositifs, en fait, on se retrouve avec une nouvelle notion ici avec l'usage dans le 6 GHz. Et la première notion qui a été introduite, c'est ce qu'on appelle le Low Power Indoor. Ça nous permet d'avoir accès à l'ensemble de la bande du 6 GHz. En fait, hein, quand on regarde, c'est un petit peu plus qu'un 1 GHz, c'est 1,2 GHz, qui nous permet, à travers les bandes UNI5 à UNI8, d'avoir justement une connectivité à l'intérieur des bâtiments. Et dans cette norme initiale-là, ben, on n'avait pas le droit d'utiliser des antennes connectorisées. Détachables pour créer, par exemple, des zones de couverture avec antennes directionnelles. Donc, cet usage-là se doit obligatoirement d'être uniquement pour l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va introduire, c'est la notion de Standard Power, c'est-à-dire que c'est des points d'accès qui peuvent opérer avec une puissance un petit peu plus élevée et qui vont avoir la possibilité de faire à la fois de la connectivité pour l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, avec optionnellement des options là, pour être capable d'utiliser des points d'accès qui sont connectorisés.
Et donc, ça permet d'offrir des connectivités intérieures-extérieures de manière versatile. Alors, toujours hein, dans ce concept-là, les dispositifs mobiles, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, doivent, selon la réglementation, opérer à 6 dB de moins que l'AP sur lequel ils se connectent au niveau de la connectivité. Un des petits points qui est à noter, c'est que le standard aussi définit ce qu'on appelle le Very Low Power, c'est-à-dire pour des services de proximité, par exemple, si vous voulez envoyer de l'information à des lunettes de réalité augmentée ou à un écran qui serait sans fil à partir de votre téléphone, ben, ça permettrait une connectivité vraiment très rapide, mais dans un rayon d'à peu près 3 mètres. Puis ça, c'est un standard qui demeure encore à être déterminé pour le futur. Il n'est pas encore, disons, set in stone, c'est-à-dire que ce n'est pas encore gravé dans la pierre, si on pourrait dire, pour l'instant. Puis, bon, tout l'aspect de mesh à petite distance, ça aussi, ça reste à définir pour plus tard. Ou en tout cas, c'est utilisable, mais disons, la norme comme telle ici, c'est pour un point qui est remis plus tard dans le temps. Donc, ce qu'on retrouve ici au niveau de la réglementation Canada, États-Unis, hein, donc c'est une attribution pour le Low Power Indoor, donc ça se trouve à être une attribution des puissances de transmission qui est fait différemment par rapport à, par exemple, la bande de fréquence 5 GHz, pour lequel on parle de densité spectrale de puissance. Ça nous donne comme une espèce d'incitatif à utiliser des canaux de plus large bande. Et ce qu'on va retrouver ici pour l'usage à l'extérieur avec les points d'accès Standard Power, c'est l'usage pour les bandes de fréquence UNI5 et UNI6, et UNI7, excusez-moi, pour lequel, justement, c'est limité à 36 dBm lorsqu'on opère à la puissance maximale. Alors, et tout ça, ici, ça doit d'être coordonné par ce qu'on appelle le système de coordination d'allocation des fréquences, donc le AFC. Donc, un petit exemple ici, c'est si, par exemple, on a une tour existante qui utilise la fréquence 6725 MHz ou 6,725 GHz, et qu'on a un point d'accès qui se trouve à être installé dans la ligne de visée du récepteur. Si ce point d'accès-là se met à utiliser une combinaison des fréquences ou des canaux qui couvrent la bande du 6725 MHz, ben, on voit que ça va occasionner des problématiques d'interférence co-canal. Alors, l'idée ici est de faire en sorte d'avoir une espèce de base de données géographique qui nous permet de définir quelles sont les bandes de fréquences qui sont en cours d'utilisation de manière réglementée et d'informer les points d'accès sur quels sont les points, en fait, les bandes de fréquences avec lesquelles ils peuvent opérer, de manière à dynamiquement assigner les bons canaux faisant en sorte que ça mitige le plus possible les interférences co-canal. Et dans cet ordre d'idées-là, ben, je vais céder la parole à Benoît, qui va prendre la suite pour nous expliquer le système ici. Oui, le FCO. On peut avancer. Donc, essentiellement, quand on parle des dispositifs Standard Power, vous avez vu quand Paul a parlé des classes de points d'accès différents, il y a certaines restrictions. Je ne les passerai pas toutes parce que mon père en a déjà mentionné quelques-unes, mais si on parle les points d'accès intérieurs, ce qu'on appelle le low power, on parle ici vraiment intérieur. C'est très défini ce que c'est intérieur. C'est pas juste à l'intérieur d'une boîte ou à l'extérieur. C'est vraiment, ça doit être dans un bâtiment. Il y a 4 murs, il y a un plancher et il y a un plafond. C'est défini tel comme ça dans la réglementation. Donc, c'est vraiment uniquement pour l'intérieur. Dès qu'on veut mettre un point d'accès à l'extérieur, on doit passer absolument vers un point d'accès en mode Standard Power. Et aussi le fait qu'avec les antennes. Donc, tous les AP qui sont Low Power Indoor ont des antennes qui sont intégrées.
Donc, c'est encore là obligatoire selon la réglementation. Si on a un besoin spécifique, on dit, ben, j'ai un Agora, par exemple, que je vais mettre un point d'accès au plafond avec peut-être une antenne qui est directionnelle. Mais à ce moment-là, l'AP doit absolument être un AP Standard Power à cause qu'il est connectérisé. Puis on met des antennes externes. Donc, il y a plein de petites restrictions comme ça qui font en sorte que pour de l'espace de bureau, le low power indoor va très bien faire l'affaire. Dans des espaces un peu plus particuliers, où on a un besoin particulier comme l'utilisation des antennes externes, on doit passer dans le Standard Power et le Standard Power exige l'utilisation du AFC. L'AFC étant le terme le plus d'industrie, nous on l'appelle le FCO, pour faire cette coordination-là, même si l'AP est à l'intérieur. Okay? Fait que l'exemple que vous avez vu avant, c'était 2 tours extérieures, hein? Mais même si le point d'accès est à l'intérieur, avec des antennes connectérisées, par exemple, on doit quand même utiliser le service FCO. Oui, puis la puissance, hein, c'est le point aussi important, la puissance, le 36 dBm, là, qui est quand même une bonne différence entre ce qu'un low power peut faire. Là, parce que juste passer de 18 dBm à 36, on peut se dire, ah, c'est le double, mais c'est pas le double, c'est logarithmique. Donc, c'est presque 60 fois, un petit peu plus que 60 fois la puissance entre les deux. Donc, c'est assez flagrant, immense comme différence de puissance. Donc, surtout quand on fait des liens mesh, des liens point à point. Ça fait une très grande différence de performance, disons. Donc, le FCO, qu'est-ce que c'est? C'est notre appellation de ce que l'industrie appelle l'AFC. Je soupçonne fortement qu'on a changé le nom parce qu'on a déjà un produit qui utilise l'acronyme AFC, hein, qui est le Aruba Fabric Composer. Donc, ça aurait créé un petit peu de confusion de réutiliser l'acronyme de l'industrie. Donc, nous, on l'a appelé le FCO, le Frequency Coordination Orchestrator. C'est essentiellement la même chose que si vous regardez n'importe quel white paper ou n'importe quel site web qui parle de AFC, c'est le même principe. Donc, l'idée avec le FCO ou le AFC, c'est que chaque point d'accès doit rapporter son positionnement par GPS. Le provider, le fournisseur des données AFC va faire une comparaison entre le positionnement, le canal utilisé, la puissance transmise, l'angle aussi sur lequel l'AP projette si on utilise des antennes directionnelles. On va comparer ça avec un répertoire d'entreprises ou d'entités qui possèdent des licences, hein, donc qui payent pour avoir accès à certaines parties du spectre, comme vous avez vu dans l'exemple que Paul avait montré tout à l'heure, où on avait la fréquence exacte, le 6725 MHz, qui aurait été une licence, hein, ce qu'on appelle le ULS Incumbent, là, que vous voyez dans la diapositive, là, qui est le répertoire aux États-Unis. Le FCC, c'est aux États-Unis, mais on a un répertoire similaire au Canada. Donc, toutes les entreprises qui payent pour avoir accès à du spectre spécifique, évidemment, on ne doit pas leur piler sur les pieds. Ils payent pour le service. Nous, on ne paye pas. OK? Fait que le restant est non licencié. Donc, incluant vous, vous avez le droit d'utiliser toutes les fréquences, autant que le 2.4, le 5 et tout ce qui a été ouvert dans le 6. Mais ici, il y a eu une volonté de dire, ben, on laisse sans licence, mais on fait attention pour ne pas piler sur les pieds des entités, des corporations qui payent pour du spectre spécifique. Donc, évidemment, je vous ai mentionné, on doit rapporter un positionnement GPS à cette base de données-là. Donc, ça veut dire que les points d'accès qui supportent le puissant standard, le Standard Power, ont à l'intérieur du point d'accès directement un chipset GPS, donc une radio GPS qui va écouter les satellites, un peu comme un GPS d'auto, va se positionner et on va se servir de ça pour rapporter le positionnement du point d'accès. Donc, pas vraiment rien à faire du côté configuration, c'est fait automagiquement, ou presque, quand on configure le FCO. Donc, le point d'accès, ça fait partie de la télémétrie qui est envoyée essentiellement entre l'AP et le Mobility Conductor si vous avez un déploiement avec contrôleur sur OS 8 ou centrale si vous êtes sur centrale. Donc, pourquoi on a développé le FCO? Parce qu'il faut dire essentiellement que ce service-là aurait techniquement pu être hébergé par une tierce partie. Donc, il n'y a rien qui l'empêche. C'est juste un intermédiaire entre
le corps réglementaire avec les bases de données centralisées et nous. Donc, on aurait pu prendre un service tierce. Nous, on a développé ce service-là. Entre autres, évidemment, pour garder un certain contrôle. Donc, nous, on peut voir les échanges qui se produisent entre nous, vous, vous, le client, et nous et la base de données centralisée. Ça nous permet aussi de développer des futures améliorations. Donc, si on parle dans les futures versions de Wi-Fi, on est rendu Wi-Fi 7, il va y avoir le Wi-Fi 8, le 9, le 10, on ne sait pas jusqu'où ça va se rendre avec ces chiffres-là. Donc, il y a peut-être des changements qui vont s'apporter. Donc, on garde le contrôle sur le service. On peut plus rapidement faire des changements qui seraient nécessaires avec les nouveaux standards. Donc, on veut garder un certain contrôle sur ce service-là qui est quand même assez critique là, pour des déploiements. Puis évidemment, ça vous donne accès très rapidement à pouvoir déployer des points d'accès sur la bande complète du 6 GHz, incluant avec le Standard Power, dès que vous avez des points d'accès et évidemment dès que la réglementation canadienne va le permettre. Si on regarde un petit peu un beau petit graphique en termes d'architecture, donc aujourd'hui, sur quoi le FCO est supporté? Donc, les déploiements qu'on va appeler de style campus avec les contrôleurs, les passerelles, le Mobility Conductor sur site. Donc, ça, c'est le premier déploiement. Donc, on fait un lien entre le Mobility Conductor et Central. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas sur Central, mais que vous avez un déploiement avec un Mobility Conductor, vous devez quand même vous créer un compte sur GreenLake, qui est la plateforme cloud HPE, ajouter l'application centrale. Pas besoin d'avoir de licence pour, mais il faut juste avoir quand même un compte. Parce que le Mobility Conductor va parler à GreenLake, à Central, à travers le API Gateway pour faire le lien entre votre déploiement, nous et l'opérateur AFC, là, qui est un tierce partie. Donc, de un, ça, c'est nécessaire. Si vous avez un déploiement instant, vous devez absolument, là, je parle instant version 8, disons, sans centrale, vous allez devoir absolument migrer vers centrale. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de développement qui est fait pour supporter le FCO, le AFC sur Instant, simplement parce que en Instant, évidemment, on n'a pas de contrôleur, on n'a pas de ressources, disons, pour vraiment rouler des services supplémentaires. Hein. Tout roule sur un point d'accès, puis il y a des ressources. On s'entend limité, hein, pas de disque, processeur qui sert juste à traiter les données plus que d'autres choses. Donc, il faut absolument passer sur Central, sur AOS 10. Et là, ici, ça fait partie évidemment des services qu'on délègue. Avec AOS 10, là, bon, vous avez peut-être déjà vu un petit peu. On fait beaucoup de délégations de services. On libère les AP. On met des services sur Central. Et le FCO fait partie des services qui sont délégués vers Central. Donc, si vous avez déjà Central, vous êtes essentiellement déjà prêt. Il faut évidemment être sur AOS 10. On ne fera pas de développement plus qu'il faut là, avec AOS 8. C'est plus rendu en mode maintenance, disons. On a quelques versions supplémentaires qui arrivent dans pas très long, mais évidemment, à moyen et long terme, c'est AOS 10 là, qui va être supporté pour ce service-là. Donc, dans les deux cas, c'est toujours le même principe. Ça part de votre développement. On monte un tunnel sécurisé. C'est un tunnel SSL, HTTPS, qui est monté vers Central. Et de ce point-là, on va faire la synchronisation avec l'opérateur centralisé qui va nous fournir les données pour dire tu peux rouler sur tel canot parce que ta position GPS te permet de le faire ou tu ne peux pas rouler sur tel canot, tout simplement. Si on regarde un petit peu le flow hein, entre les communications, entre tout ça, donc vous avez en bas à gauche un point d'accès qui est en mode Standard Power. L'AP va envoyer ces informations à travers, soit directement vers Central, si c'est un déploiement AP seulement avec Central. Si c'est un déploiement avec contrôleur, un Mobility Conductor, il va y avoir un petit intermédiaire, donc ça va passer par le Mobility Conductor, aller vers le service FCO. On va aller demander aux opérateurs AFC pour dire, ben, donne-moi, disons, la liste des canaux qui sont disponibles avec les puissances. On va renvoyer ça au service FCO qui est hébergé sur Central et on va donner l'information au point d'accès. Donc, c'est assez simple, disons, comme principe. C'est juste que c'est important et voire obligatoire par la réglementation d'avoir ce mécanisme-là, juste pour s'assurer que
qu'on n'empiète pas sur des entités qui payent pour le spectre. Et aussi, il faut que ce service-là soit ouvert en continu. Donc, si pour une raison quelconque, le lien vers centrale est brisé pendant plus que 24 heures, les radios 6 GHz vont carrément se fermer parce qu'on ne peut plus assurer que la radio fonctionne sur un canal autorisé, avec une puissance autorisée. Donc, c'est important, évidemment, de garder le service vivant. Centrale a quand même une très, 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 très bonne disponibilité sur les années, donc c'est pas vraiment une inquiétude, mais évidemment, on s'assure de votre côté aussi, les liens Internet, d'avoir une très bonne robustesse, redondance, surtout si on utilise le service FCO pour émettre dans le 6 GHz à l'extérieur, par exemple, ou pour des liens mesh. Juste s'assurer qu'il n'y a pas de bris de service. Donc, au niveau des supports de version, bon, pour les déploiements qui sont avec un Mobility Conductor, avec contrôleur, c'est déjà disponible aujourd'hui sur 8.12. Je dis déjà disponible, la version est déjà disponible. La réglementation ne l'est pas encore. On est toujours un petit peu entre le fait et la poule. Donc, la version pour les États-Unis, majoritairement, est là parce qu'au FCC, aux États-Unis, c'est approuvé, à ma connaissance, déjà. Donc, dès que la réglementation va le permettre, il suffit d'être au moins la version 8.12. Il va y avoir la version 8.13 qui va sortir éventuellement aussi, qui risque d'être la dernière version long-term support pour la version 8. Donc, évidemment aussi, ça sera peut-être le rendu à ce que la réglementation va être. Probablement que ça va être un saut vers 8.13 qui va être recommandé. Donc, de tomber tout de suite là, sur la version long-term support. Si vous êtes sur Central, donc c'est avec une version 10 ultérieure sur laquelle ça va être supporté. Évidemment, ça devrait être supporté avant que la version devrait être disponible avant que la réglementation entre en vigueur du côté du Canada. Donc, du Sur ça, côté, on passe oui, à... je vais enchaîner. Donc, du côté de l'inventaire des points d'accès, donc, juste pour vous signaler là, des nouveautés, on a lancé il y a quelques semaines, je crois que c'est 2 ou 3 semaines, là, les AP de la série 730. Donc, c'est tout nouveau, c'est le Wi-Fi 7. Chose à noter, un point d'accès qui n'est supporté que dans la version ArborOS 10. L'autre élément qu'on a lancé récemment, c'est l'AP pour des fins d'hospitalité, c'est-à-dire un point d'accès qui peut servir aussi de borne de remote API ou qui va être installé sur un trépied ou encore au niveau installation murale. Donc, c'est l'AP 605H. Et on a lancé notre gamme de produits Wi-Fi 6E pour l'extérieur. Et c'est ce qu'on va regarder ici dans les prochaines slides. Puis on a lancé des versions connectorisées des AP 630 et 650, donc le 634 et le 654. Donc, si on passe en revue rapidement ces différents modèles de points d'accès, donc dans la série 630, ici, on voit la version avec antenne intérieure. Donc, le 634, c'est la version connectorisée, donc point d'accès qui offre la connectivité sur les 3 bandes de fréquence avec connectivité filaire 2,5 gigabits par seconde. Ça se trouve à être 3 radios 2 par 2. Donc, on va se retrouver avec 4 connecteurs pour la version 634. Une paire de connecteurs qui va être 2.4 et 5 GHz, donc dual band, puis une autre paire de connecteurs qui, elle, va être pour le 6 GHz. Dans le 655, donc, on va se retrouver avec le 654. Lui, ça se trouve à être 3 radios 4 par 4. Donc, on va se retrouver justement avec pour un jeu de 4 radios, pas de 4 radios, mais de radios 2.4 et 5 GHz avec 4 connecteurs, puis un jeu de radio 6 GHz avec 4 connecteurs aussi. Donc, ça va ressembler à une espèce de pieuvre. Remarque, une pieuvre, ça a 8 tentacules. Oui, mais c'est ça, 8 tentacules. Oui, c'est une pieuvre. Effectivement. Et, bien entendu, les points d'accès pour l'extérieur. Et ici, on va se retrouver avec un jeu
de points d'accès qui sont faits aussi pour des versions dans des conditions extrêmes et difficiles, donc les versions EX pour des environnements hazardous, donc avec présence potentiellement là, de substances volatiles potentiellement explosives. Et donc, on va se retrouver avec l'AP 675 ou 675EX ou encore 677 et 677EX, ainsi que 679 ou 679EX. Et ici, vous allez remarquer, hein, oh mon Dieu, où est passé le 674, qui serait la version connectorisée. Cette version va venir plus tard dans le temps. Elle va être disponible qu'en version Aruba OS 10. Donc, on a vraiment les versions avec antenne intégrée. Ici, lorsqu'on regarde justement des numérotations avec antenne impaire, c'est toujours pour des antennes intégrées. Et ceux qui ont l'œil aguerri vont remarquer qu'il y a justement un 679. Nous n'avions pas de modèle d'antenne qui finissait par 9 auparavant. Et c'est là où on va avoir une petite subtilité. Une petite surprise. Donc, grosso modo, hein, la plateforme de base se décline avec un port Gigabit Ethernet 2.5 gig, supportant justement le 802.3 BT, donc l'alimentation PoE++, si on pourrait dire, avec deux ports USB, donc un port USB de console ainsi qu'un port USB pour brancher des équipements secondaires, soit des équipements d'antenne extérieures ou externes, permettant justement l'intégration de IoT, d'équipements l'Internet des objets. Et le point d'accès, hein, on voit ici, on retrouve à nouveau la connectivité ou la possibilité de connectivité fibre optique avec un port SFP 1 gig permettant justement une connexion à plus longue portée avec de la fibre optique. Il faut noter que, bon, il va quand même falloir alimenter le point d'accès. Alors, dans un contexte où on utiliserait le port SFP, ben, il faut utiliser un injecteur PoE qui va injecter la puissance via le port 0, donc le port ETH0. Autre chose à noter, comme la température peut monter vraiment énormément dû soit juste à l'opération des radios à très haute puissance, ou encore à l'exposition au niveau du soleil, ça fait en sorte qu'il n'est pas permis, ou en tout cas, on ne tolère pas, si vous appelez pour des fins de support avec et que vous avez utilisé un module SFP de tierce partie qui ne serait pas conçu pour opérer à des températures élevées, mais on ne supportera pas cette défectuosité-là. Donc, ça prend un module qui est conçu et nous recommandons très, 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 très fortement d'utiliser les modules SFP Aruba qui sont conçus pour être opérés dans ce modèle de point d'accès-là et qui ont une tolérance élevée à la température et à la chaleur. Alors, c'est un requis si vous voulez utiliser cette méthodologie-là, ce type de connexion. Et là, ici, on va voir un peu la déclinaison au niveau des jeux d'antenne. Donc, vous allez remarquer que justement, bon, AP675 finit par un 5, donc c'est du omnidirectionnel. Vous avez des caractéristiques en dBi au niveau des antennes. Le 677, hein, bon, au niveau du datasheet, là, il explique que c'est du 90 degrés d'ouverture, mais il y a un décalage entre chaque antenne qui fait en sorte que, justement, on couvre à peu près un 120 degrés d'ouverture. Donc, la représentation, ou en tout cas, la spécification, lorsqu'on regarde, dans le fond, le pattern, le diagramme de rayonnement des deux antennes combinées, on voit que ça donne un petit peu plus large. Et avec le 679, c'est là où on regarde avec le pattern de rayonnement, mais lui, il est beaucoup plus concentré et on introduit une nouvelle notion, c'est-à-dire il est possible par configuration de modifier la manière dont on va faire la sélection de l'antenne. Donc, il est possible d'avoir une configuration un peu plus large puis une configuration plus étroite au niveau du jeu d'antenne qui est utilisé avec le 679, qui nous permet là, de bonifier l'antenne 5 et 6 GHz pour gagner plusieurs dB
et être capable d'aller chercher justement un profil de couverture qui est beaucoup plus étroit et nous permettant des liaisons à plus longue distance. Donc, une représentation approximative là, est un peu visuelle là, du diagramme de rayonnement, mais ça se déclinerait un peu comme ceci, c'est-à-dire que, bon, 675, omnidirectionnel. Ici, je ne l'ai peut-être pas suffisamment élargi, là, le faisceau là, pour le 677. Donc, c'est comparable aux anciens AP, là, 577, ou si vous regardez même le 377, si on remonte dans le temps au niveau des générations de points d'accès. Et on a le nouveau 679 qui nous permet justement de focusser le signal dans une direction donnée et permettre justement des liaisons avec des liens point à point très, très ciblés. Alors, c'est ce qui fait pas mal le tour de notre présentation, qui est quand même rapide ce matin. Alors, j'espère que ça couvre, ou ça nous a plu un peu comme formule, et que ça couvre un peu l'ensemble de ce qu'on avait à discuter sur le sujet ce matin. Est-ce que vous avez des questions ou des points d'interrogation? Je vois qu'il y avait peut-être de quoi au niveau Ah, oui, OK. Ça, c'est les suggestions Des pour idées la de prochaine, prochaine prochaine session, rencontre. oui. Oui, OK. Prochaine session. C'est moi qui viens de... OK. S'il n'y a pas de questions, je vais donc arrêter l'enregistrement. Alors, comme d'habitude, la session va